Imhotep, Imhotep, Maître Nefer, et soyez les bienvenus sur les plateaux du hors du temps, hors de l'espace. Aujourd'hui, nous allons, comme notre aisance, notre coutume, de chacun des un samedi sur deux, nous retournons dans la rubrique hors du temps et de l'espace et nous allons affronter un argument spécifique dans lequel nous allons ajouter beaucoup d'éléments qui sont très peu discutés dans le monde kamite. Le titre de notre rencontre hors du temps et de l'espace est la dernière transformation du peuple kamite ou de la civilisation kamite ou du monde kamite en soi. Sur le plateau, je ne serai pas seul, je serai en compagnie du Kaneb Jedef Rahotep qui va nous rejoindre d'ici peu. Et nous allons attendre pour commencer l'élucider le sujet de ce soir qui sera un sujet très intéressant. Et nous n'avons malheureusement pas pris des dispositions pour des interventions téléphoniques. Et donc, tout ce qui va faire des commentaires peuvent directement faire les commentaires sur la page sur laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Et donc, hors du temps et de l'espace, la dernière transformation du peuple, des civilisations kamites. Nous sommes tous d'accord que le peuple kamite, dans son histoire, est allé à travers plusieurs transformations, modifications, soit-il définible sur le plan des sociétés, de l'organisation des sociétés, mais aussi de la conception de la réalité, de la manifestation religieuse, de l'éthique, de la morale, de la perception du soi et de la perception des autres autour de soi. Aujourd'hui, nous avons plusieurs éléments que nous allons essayer de mettre ensemble. Je commence aussi et je salue tout de suite un de nos grands suiveurs, c'est Fafa Traoré, au l'autre bout de la ligne. Nous allons parler du contingent de l'espace. Nous allons parler de l'attaque à l'humanité, du danger que l'humanité est en train de courir et d'où ces dangers spécifiquement proviennent. Nous allons parler du retour de l'esclavage que nous avons subi dès le début de cette année dans le territoire du nord de Kama. Nous allons parler de la situation du conflit imminent qui est en train de déchirer sur le plan kamite, les peuples sur le plan kamite, dans l'enceinte même de la grande famille bantou. Nous avons un conflit qui maintenant déchire l'Afrique du Sud avec les autres bantous qui est en train de prendre de l'élan. Et avec le Kaneb Jedef Rahotep, nous allons mettre en initiation d'autres éléments qui font de l'actualité dans le sens de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous allons parler de la défragmentation de l'Union européenne, du Brexit, l'Angleterre qui s'en va complètement du marché commun européen, avec des implications qui doivent intéresser les peuples kamites, d'autant plus que notre présence sur le territoire occidental est énorme. Étant énorme surtout du point de vue de sa proportion et de son impact sur le plan social, économique. La plupart aujourd'hui des familles sur kamites dépendent financièrement de leurs parents vivant à l'étranger, sur le territoire occidental. Et un aménagement, un changement des règles de la cohabitation interoccidentale, comment peut-il impacter en premier lieu les kamites vivant directement sur un Occident et en deuxième lieu, comment cela peut impacter les autres? Ce sont des thèmes très importants qui devraient être étudiés, qui devraient être évalués, mais cependant ils ne le sont pas parce que pendant que des choses sérieuses sont en train de se passer, des peuples kamites est pris prisonniers des grands ensembles
des définitions. La politique, avec les combattants, crient de gauche à droite, combattent les mêmes combats et encore et encore et encore. L'histoire des combattants, c'est l'histoire des Don Quichotte. Don Quichotte, c'est un guerrier, ou croit être un guerrier, qui s'habille d'une armure et sort de la rue et trouve des opposants partout. Don Quichotte contre les moulins à vent. Don Quichotte s'attaque pour les moulins avant qu'ils définissent comme un monstre. Don Quichotte se retrouve dans les vallées habitées par personne où lui voit des monstres et des hommes en train de l'attaquer qu'il doit se défendre. Ceux qui ont étudié la littérature connaissent très bien dont je suis en train de parler. Ceux qui ne connaissent pas, je vous l'invite à lire Don Quichotte de la Mancha. L'autre côté est pris dans les églises, dans cette perpétuelle répétition à crier à haute voix dans l'espérance d'obtenir quelque réponse du Créateur qui, d'office, encore là, n'a jamais répondu à personne. Mais plutôt, le malheur est en train de s'accélérer. Et l'inconsistance de ces représentants du Créateur, son sommet est devant les yeux du monde. Tout le monde revendique les abus, les exploitations subies par ces soi-disant serviteurs de l'Éternel. Mais chaque jour, les églises, chaque dimanche, les églises sont plus pleines. Et les églises, aujourd'hui, sont plus réditices, remportent beaucoup plus que les banques et se multiplient. En fait, nous avons une forme de deux économies, l'économie bancaire et l'économie de l'église. Quand dans tous ces deux mécanismes drainent l'argent, drainent les ressources vers les mêmes personnes. Quand l'économie est en hausse du point de vue d'une communauté, d'un peuple, nous avons l'économie bancaire. Les banques ouvrent, on donne des emplois, on dépose, on fait des dépôts bancaires, ainsi de suite. Quand l'économie croule, on va à l'église, apporter toujours l'argent, apporter toujours les moyens, transfert des capitales. Du moins, dans la phase expansive de l'économie, la banque garde de l'argent pour vous. Dans la phase déflative de l'économie, l'église bouffe l'argent pour vous. Eh bien, nous allons essayer de mettre ensemble tous ces éléments qui sont difficiles. Les arguments sont nombreux, mais nous allons essayer de les mettre dans ce que nous appelons la dernière transformation du peuple kamite. Après cette étape ici, quel en sera du peuple kamite? Comment préconisons-nous? Comment envisageons-nous? Comment voyons-nous le monde kamite demain? C'est une des questions qui a été très peu posée dans la littérature noire, dite noire africaine, de la littérature, comment nous voulons définir, négro-africaine, ainsi de suite. L'histoire de la projection dans le futur, tout en évaluant les éléments entre les mains, tout en évaluant les éléments que nous possédons et qui peuvent déterminer d'une manière, qui peuvent impacter le futur de manière importante, n'ont jamais été prises en considération. Aujourd'hui, nous allons commencer, donc je vais inviter, je vais faire au tête sur les plateaux, nous allons commencer notre balade. Bien noté. Bienvenue sur le plateau. En fait, aujourd'hui, nous allons commencer par les derniers points et puis nous allons évoluer au contraire à la vie de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, à la vie du positionnement, voulons dire compétitif, sur le plan compétitif du peuple kamite. Comment pouvons-nous envisager un futur demain? Comment pouvons-nous définir et encore plus comment voyons-nous ce futur demain? C'est la question qui va... Ouais, c'est la question sur laquelle nous devons débattre. Et nous devons essayer d'avoir... Parce que mon constat est que ces éléments très importants, assaillants, qui déterminent les parcours évolutifs d'un peuple, eh bien, chez le peuple kamite, n'est tout simplement pas affronté. Et on évite ces discours en se relayant sur des consistances fabulées telles que Dieu verra, Dieu fera, Dieu pourvoira, Dieu ainsi, Dieu ainsi, Dieu ainsi.
Mais l'histoire du peuple Kamit, l'histoire du peuple des Kachopa nous fait voir, je donne un exemple, en 1960, l'économie du Nigeria était quelque chose comme 60 fois plus importante que celle des États-Unis aux années 60. Et nous pouvons voir comment Dieu a pourvu. D'autant plus que le Nigeria est un des pays les plus chrétiens de l'Afrique, avec des nombres consistants. Même s'il y a des musulmans, la même chose. Il y a toujours la promesse des meilleurs d'Ama. Et nous pouvons dire que les Nigériens, donnant l'exemple des Nigériens, ont prié en tant que musulmans et en tant que chrétiens pour l'assistance divine. En 1960, le Nigeria avait une économie 60 fois supérieure à celle des États-Unis. Aujourd'hui, nous pouvons voir la différence. Elle est abyssale. Je quitte le Nigeria, je viens au Congo. Au Congo, à l'époque de son indépendance 1960, un franc congolais ou un Zaïre, un Makuta, on disait, valait 3 dollars américains. Le Congo, à l'époque, Congo-Zaïre, était beaucoup plus industrialisé que le Canada. Le Congo avait un chemin de fer, la Chine n'en avait pas. C'est-à-dire les Chinois, en 1960, n'avaient pas connaissance, la plupart des Chinois n'avaient pas connaissance de ce qu'un chemin de fer était. Pendant que le Congo avait cet instrument-là, qui est du reste resté les mêmes. Pas un seul kilomètre de chemin de fer a été construit depuis 1960 à aujourd'hui. Pas un seul train a été acheté. Les mêmes trains qu'on voit aujourd'hui au Congo, c'est les mêmes trains qui existaient, qui servaient de transport des matières premières pour les colons. Aujourd'hui, en Chine, nous avons des trains qui dépassent les 300 km par heure de vitesse. Au Japon, nous avons des trains qui s'élèvent à 30 cm de la terre et pratiquement volent, qui vont au-delà des 400 km par heure. Pendant toute cette évolution, pendant toute cette transformation, nous pouvons citer des exemples. Le Kuala Lumpur était un pays pauvre pendant les années 60. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas essayer d'établir une comparaison avec le Nigeria, le Congo, ainsi de suite. Une chose que nous avons constamment fait, c'est de faire la politique et l'Église. Et essayons d'établir un bilan parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que les gens sont plus portés à faire. Il y a de nouveaux acteurs sur le chemin ou de nouveaux places prises. Par exemple, aujourd'hui, nous avons les phénomènes des combattants. Les combattants ne sont autres qu'une segmentation de la politique. C'est faire de la politique, faire les combattants. Et les combattants, je les compare à Don Quichotte. Je ne sais pas si tu as lu la littérature de Don Quichotte de la Mancha, un héros espagnol qui, lui, pense combattre des monstres qui ne sont pas là. Mais c'est un combat qui ne finit pas parce que les monstres ne sont en réalité pas là. Et les combattants, ça a commencé encore et encore. Nous sommes devenus un pays producteur de combattants. Mais bien entendu, il n'y a eu aucune résolution parce que dans ce temps, nous pouvons, entre 1960 jusqu'au 2019, nous pouvons voir différentes étapes des personnes se succéder sur différents plans de la société. Et il y a une seule constante, l'échec. Une seule constante est vraie, l'échec. L'échec à tous les points. Maintenant, si nous pouvons dire avoir subi dans cette tentative, nous pouvons dire d'industrialisation, de développement, de libération, parce que mettons ensemble, et ceux qui prennent l'industrialisation, et ceux qui prennent, ceux qui disent que nous sommes pas colonisés, l'Afrique n'est pas colonisée, et donc c'est plutôt un problème d'infrastructure, de développement. Et ceux qui pensent que l'Afrique est colonisée, donc il faut engager un processus de développement, d'indépendance. Tout cela ont eu un seul résultat tous. L'échec est encore et encore une fois depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. L'échec est encore et encore. Mais ce que nous pouvons voir sur les plans, c'est que nous sommes encore en train de faire les mêmes choses.
qu'on utilise toujours les mêmes instruments. Exactement, utiliser les mêmes instruments. Et partant de ces instruments-là, connaissant leur historique, c'est-à-dire leur mode d'emploi et les résultats garantis par les instruments, essayons de projeter les peuples kamites en 2045. Comment nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Parce que moi, je vois qu'il y a deux choses qui sont des instruments qu'on utilise, qui sont la religion et la politique. Généralement, ceux qui ne sont pas dans la religion sont dans la politique. Donc si on se retourne dans la religion, généralement la solution c'est d'avoir une aide extérieure. Donc toujours la vision du sauveur. Ouais. Donc à ce moment-là, on entre dans la passivité. C'est pour ça que rien n'avance. De l'autre côté, si on n'est pas croyant, on va aller en politique et mener un combat politique, alors qu'on sait que la politique en elle-même, c'est un instrument qui a été mis en place pour faire la distraction, mais cacher vraiment ce qui se passe derrière. Donc, dans la politique, on sait qu'il n'y a pas de solution non plus. Donc on a tous voté des gens qui n'ont pas respecté leurs paroles. On parle de dictateurs, mais on continue à voter. Donc c'est ça le problème, c'est que comme on est déconnecté de notre culture, à part ces deux instruments-là qui nous ont été imposés, on ne voit pas d'autres solutions. Donc comment avancer si on n'a pas d'instrument en fait? Et donc il est acquis qu'on n'est pas en train d'avancer. Et comme l'univers tourne, si tu n'avances pas, ça signifie que tu recules. Okay? Et si nous sommes engagés dans un mouvement de recul, en arrière, maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse ici, Caneb, c'est faire une photographie mentale du peuple kamite en 2045. Nous sommes en 2019. 2045, c'est dans 20 ans, plus ou moins. Quelle image, quelle photographie avons-nous du peuple kamite en 2045, dans la mesure où nous continuons à utiliser encore et encore les mêmes instruments? On pourra parler même de kamite. Un point très important, c'est-à-dire en continuant à faire ce travail que nous sommes en train de faire, nous mettons nous-mêmes notre existence en danger au point où, dans 20 ans, la question ne serait plus quelle serait la condition du peuple kamite en 2045, mais plutôt si le peuple kamite sera encore là en 2045. Parce que l'histoire que nous oublions, qu'il y a des peuples qui ont été complètement éliminés sur la face de la terre. Ça, c'est quelque chose qui, dans la mentalité usuelle, nous faisons difficulté à réaliser. Je ne vais pas parler des races qui ont vécu pendant longtemps. Je rentre seulement à l'époque de Hitler. Entre 1940 et 1945. Hitler n'en avait seulement pas contre les Noirs et les Hébreux. Il y avait, par exemple, les Polonais, qu'il considérait des peuples inférieurs. Parce que les Polonais et bien d'autres peuples faisaient partie de ce qu'on appelle les peuples slaves. Okay? Et les peuples slaves, nous savons que Hitler a tenté d'éliminer les Polonais. Les Polonais étaient une grande famille, ils ont résisté, mais il y a des peuples qui n'existent plus. Il y a des peuples que la puissance militaire hitlérienne avait complètement effacés. Tout comme à la prise de Kachopa, durant l'époque de la Grande Guerre qui a opposé le pouvoir colonial occidental et le pouvoir et l'organisation africaine, disons l'organisation des royaumes et empires africains, il y a eu une grande guerre. Quand on parle de l'esclavage, généralement, ce qu'on oublie, il y a une guerre qui a passé de la guerre à la colonisation. L'esclavage est une invention. Bien des Ivan van Sertima, beaucoup de grands interlocuteurs africains ont remis la chose en cause. Ce qui est drôle, c'est que il y a quelque chose qui dénigre le monde noir
qui a été prouvé par des grands et éminents professeurs, que cette période-là, dite de la 400 ans de l'esclavage africain, eh bien, ne pouvait tout simplement pas exister. Que l'Occident a tout simplement pratiqué les razzias comme l'avaient fait les Arabes. Mais si nous voyons aujourd'hui en Afrique, encore les livres, je ne parle pas de l'Occident, nous parlons en Afrique, c'est Kama, encore les livres d'études sont en train d'enseigner les enfants une histoire de 400 ans d'esclavage. C'est-à-dire, nous faisons ces torts à nous-mêmes. Et nous n'avons pas le courage d'oser changer les choses. Parce que nous sommes arrivés dans une situation, je ne saurais pas comment la qualifier, d'inconsistance. Nous disons d'être libres, mais nous fonctionnons avec des paramètres qui ôtent tout élément de cette liberté. On a une dépendance. Oui, exactement. Une forme de dépendance. Les dépendants à la drogue ne veulent pas combattre, n'acceptent pas qu'il est sous le pouvoir de la drogue. Il est convaincu que comme c'est lui qui sort l'argent, c'est lui qui contrôle la drogue, c'est lui qui achète la drogue. C'est comme un adolescent qui veut son indépendance, faire ce qu'il a envie de faire, mais dès qu'il a envie de manger ou quoi que ce soit, il va à la maison. Chez les parents. Il va les parents, il va être un... C'est-à-dire, nous avons cet anachronisme et cette situation, je ne suis pas contre en soi la situation, mais en fait, l'illusion de laquelle nous acceptons de le vivre, nous voulons nous définir libres tout en ne l'étant pas. Nous voulons la liberté en utilisant les instruments qui enlèvent la liberté. Et dans toute cette illusion, nous sommes en train de vaciller petit à petit dans les situations dangereuses. Les pouvoirs organisés en Occident a toujours pratiqué une guerre qu'ils disent mondiale. Je voyais dans la dernière émission que j'ai fait, quelqu'un a dit il n'y a jamais eu de guerre mondiale. Il n'y a jamais de guerre mondiale, mais quand on parle invasion terrestre, extraterrestre, on parle, c'est-à-dire, on doit réaliser que dans la conception occidentale, le monde c'est eux. Ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de suprématie raciale. C'est-à-dire, eux représentent le monde. Quand ça arrive à eux, il y a, c'est-à-dire, quand on attaque la France, il y a une attentat international. C'est comme dans les films. Exactement. La fin du monde, ça se passe toujours dans le... Toujours, ouais, on appelle ça fin du monde, mais on voit les eaux envahir Rome, New York, la tour de Londres, les grands murailles de la Chine, les Japon, c'est fini. Personne n'a jamais mentionné. Et c'est dans ces cadres-là que nous sommes en train de... Quand nous parlons, nous sommes en train d'utiliser ces mots-là. Nous utilisons la psychologie occidentale qui dit, quand on dit guerre mondiale, ce que l'on veut dire, ce n'est pas la guerre qui éclate dans tous les... ça n'a pas une référence géographique. Ce n'est pas une guerre qui éclate dans tous les coins du monde. Ça signifie, quand on dit guerre mondiale, c'est une guerre qui concerne les Blancs. Quand les guerres concernent les Blancs, le colon, c'est-à-dire c'est une guerre mondiale. C'est-à-dire quand le colon ne mange pas, c'est la famine. Que les gens au Magimba sont en train de brûler les maniocs parce qu'il y en a trop, ça n'importe personne. Il y a cet élément-là pour lequel nous sommes soumis. Nous devons réaliser cette situation. Comme je disais, il y a toujours eu une guerre. Aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher une autre étape où l'économie occidentale est en train de se briser complètement. Ceux qui vivent en Occident le savent très bien, ceux qui font attention, c'est là, ceux qui suivent un peu la démarche au niveau de la bourse, ainsi des autres, se rendent compte que les monnaies occidentales sont en train de s'évanouir, toutes seules. Et comme en 1940-45, comme en 1914-15, il fallait un élément, l'élément qui a toujours été porté dessus pour pouvoir relancer l'économie, c'était faire le sacrifice de sang, c'est-à-dire une grande guerre. Seulement on combat la guerre chez qui est pauvre, chez qui est pauvre. Aujourd'hui, on ne peut faire la guerre au Japon. Ils sont puissants. On peut faire la guerre à la Chine. Les États-Unis n'oseraient pas. À qui on pouvait faire la guerre, on a déjà commencé à faire la guerre avec les pays, la Turquie, ainsi de suite, Erdogan. En l'Iran, on n'ose pas. En la Russie, on n'ose pas.
Les seuls territoires aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'une place où faire la guerre, c'est l'Afrique. Et nous avons vu au début de l'année les retours de l'esclavage dans l'Afrique du Nord. Et nous savons que Albert Pike, dans sa description merveilleuse de l'articulation déclamative des commandes et organisationnelle de la Première, Deuxième et Troisième Guerre mondiale, a été fabuleux. On a vu comment la Première Guerre mondiale en réalité a été organisée depuis très longtemps. La Deuxième Guerre mondiale avait été organisée très longtemps, parce qu'on parle du XVIIIe siècle, mais au XIVe siècle. Et la Troisième Guerre mondiale aussi a été organisée. Un seul mot. Le monde arabe va être utilisé comme déterrant dans la Troisième Guerre, pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et nous avons vu maintenant les recommencements de l'esclavage pratiqué dans le monde arabe. Nous avons vu comment les Kamites ont été vendus esclaves maltraités dans les territoires du nord des Kama, nord de l'Afrique, en Inde, au Pakistan, qui sont tous des pays arabes. Aux autres pays qui sont au niveau du désert, nous avons parlé des autres pays où nous avons vu des vidéos de filles maltraitées, tennies, c'est toujours des pays arabes. Après, nous avons de l'autre côté, nous avons le fascisme de l'Afrique d'ici, c'est-à-dire l'apartheid qui commence, il y a ces conflits qui pénètrent encore le monde kamite. Le Nigeria qui est un monde confronté, divisé entre une partie arabe et une partie chrétienne, qui ferme ses frontières c'est quel pays? Au Bénin, Togo. Qui va avoir cette fermeture des frontières, va avoir des conséquences sur le plan alimentaire, financier et économique. Et peut développer généralement à des sentiments de haine, d'éloignement culturel, pendant que ces peuples généralement limitrophes dans le territoire, ce sont des grands villages qui ont été séparés à deux. L'un devient Bénin, l'autre devient Nigeria. Et on peut voir comment cette tension est en train de grandir. Ok? Quel rôle sommes-nous appelés à jouer dans cette situation? Avons-nous la possibilité et l'efficacité de pouvoir réagir, ou tout simplement de laisser sécher, se dénouer sous nos yeux, portant à une situation qui est pour nous dangereuse? C'est-à-dire l'éclatement d'une guerre qui va être combattue en Afrique, financée par les grands pays coloniaux occidentaux, financée et portée à une destruction extrême qui ne va pas s'arrêter en Afrique, qui ne va pas s'arrêter dans le monde kamite. Cette guerre va intéresser l'Occident soi-même pour soi, mais qui risque d'étouffer de manière sommaire, de manière gigantesque le monde noir. Pendant que tout ceci est en train de se passer, nous sommes en train de prier de la même manière, les mêmes dieux, à travers les mêmes choses qui, depuis 1960 en 2019, ont rendu les peuples, nous ont rendu un des peuples les plus faibles de tous. Nous avons eu dernièrement au Nigeria, au Brésil, les problèmes du feu dans l'Amazonie. Nous avons compris avec des informations qu'en fait, il y a un minerai qui est dans le fond de l'Amazonie, un minerai très important et très cher, qui lui a une caractéristique moléculaire que quand il est mélangé à un autre métaux, il les rend 7000 fois plus fort, plus résistant et 7000 fois plus flexible. À rendre les métaux comme le fer, l'or malléable, tout en conservant sa résistance. Il devient malléable en conservant sa résistance. Et de cette découverte, on est en train de parler du contingent de l'espace. Contingent de l'espace, c'est des personnes qui ont été choisies spécialement, on a vu ça dans les films, et des milliardaires, des multimillionnaires, et les différents présidents des pays, africains et leurs familles qui ont choisi acheter des billets d'or pour aller en orbite quand les choses vont se gâter ici. Cela semble si réel.
Mais en réalité, la littérature extra-ésotérique nous fait voir les objectifs des archons et des Elohim et des Chitauri qui représentent l'église de Lucifer dans les mondes segmentés dans la maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans l'église catholique romaine, l'église protestante, pentecôtiste. Nous savons que ces gens-là, et quand ceux qui ont les textes des Mahadi, c'était quoi, les papyrus Nag Mahadi, ont pu lire cela, que ces gens-là détruisent des planètes. Ils sont appelés les destructeurs. Quand ils ont détruit, ils s'en vont. Dans ce moment-là, nous nous rendons compte que quand nous parlons du contingent de l'espace, il y a un sens qui lui est donné. C'est-à-dire, il y a des acteurs qui ont été choisis pour organiser la destruction de ces mondes. Et ces gens-là vont être portés en orbite. Et les restes vont rester brûlés. On est en train d'essayer de mettre plusieurs éléments ensemble pour que nous rendions compte un peu de la situation dans laquelle nous nous trouvons et de l'urgence, hein, qui est malheureusement de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Et au niveau de tout le peuple du monde, il y a des mouvements. Nous avons vu les gilets jaunes en Occident, même si on en parle à tort et à raison, mais il y a quand même un certain élément qui est porté. Nous avons vu en Angleterre, il y a un autre mouvement qu'on appelle Extinction Rebellion. Nous l'avons vu, ces mouvements déclenchés déjà depuis le Japon, en Chine aussi, déjà autour de 2012-11 déjà. Des jeunes qui se mettent ensemble dans l'intention de pouvoir défendre la terre. Nous, par contre, nous sommes encore là à nous tuer les uns des autres. Nous, encore là, nous sommes aux Bantous sud-africains qui attaquent les Bantous nigériens et congolais parce qu'ils disent qu'ils veulent leur travail. Et les Bantous congolais vont attaquer les territoires, leur propre territoire, les Bantous de l'Afrique du Sud. Et les Bantous nigériens vont attaquer les Bantous de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, pendant qu'il y a une certaine conscience du danger ailleurs, et cette conscience du danger apporte à une certaine prise de position sincère pour titiller les biens communs. Nous sommes dans la destruction de ces biens communs même, de ce qui peut garantir l'efficacité, la permanence de ces biens communs. C'est cette analyse que nous faisons ici au sein de l'Académie, et l'on se demande, dans le monde kamite, moi je me demande, si je me pose cette question, sommes-nous en train de travailler pour le bien ou pour le mal? Ou avons-nous conscience de la polarité pour laquelle nous sommes en train d'œuvrer et de travailler? On fait beau dire Renaissance kamite, on fait beau dire tous les discours que l'on voit sur Internet aujourd'hui. Mais si le peuple kamite est un des peuples les plus actifs sur Internet aujourd'hui, les plus actifs en matière de revendication, on a commencé avec aux États-Unis, Black Matters. On a poursuivi. Mais sur les plans de la pratique, de la practicalité, à ce point-là, les résultats sont plutôt maigres. Parce que, par exemple, à ce jour, nous n'avons pas une organisation. Le panafricain est devenu obsolète. Le panafricanisme était excellent de l'époque de Kwame Nkrumah, qui justement ont œuvré fortement, Kwame Nkrumah, Lumumba, Sékou Touré, ont œuvré pour donner une signification. Et ils en ont payé de leur vie. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Le panafricanisme, c'est un slogan. C'est un mouvement inexistant. Je ne sais pas, tu as déjà participé, tu as été invité à quelques réunions panafricanisme quelque part. Non, c'est inexistant. Je connais des gens qui se disent panafricains,
mais je ne connais pas d'institutions panafricaines. Je connais des organisations des étudiants en Occident, différents mouvements gauche et droite, combattants, partis politiques. On peut même voir là où ils siègent. Mais le panafricanisme, c'est un mort-vivant. Le panafricanisme, hors de l'idéologie, c'est un relique du passé. Parce que la plupart des mouvements aussi, mènent des combats pour être reconnus. C'est une revendication pour dire qu'on est là, on existe, on a droit à certaines choses. Être reconnu par qui? C'est ça la question. Pourquoi vouloir être reconnu? Et à quoi ça sert? Absolument. Être reconnu par qui? Pour le compte du même système qu'on dit d'être en train de combattre. Voilà. C'est comme si on avait besoin de la part de son opposant pour le reconnaître son combat. Alors on n'est pas du tout en train de faire la chose qu'on dit être en train de faire. Il n'y a pas un seul mouvement aujourd'hui. L'académie, c'est une académie. Elle forme. Mais du point de vue de l'activisme Kamit, il n'y a pas un point de référence. Il y a des personnages. Je dirais notre jeune frère Kémy Séba. Mais Kémy Séba, c'est une personne. C'est tout. Il a son groupe, il fait ses choses. Kémy Séba, ce n'est pas comme les Gilets jaunes. On ne peut pas comparer. Dans Kémy Séba, on a Kémy Séba. Mais un gilet jaune a une armée. Il n'y a personne qui est mis en avant. Il n'y a personne qui est mis en avant. C'est une armée de personnes. Quand on voit aujourd'hui en Angleterre, on a Extinction Rebellion. J'en connais des dizaines, une vingtaine même. Mais je n'ai jamais vu un leader. Quand tu vas, tu ne trouves pas un leader. Mais tu trouves une union de cause. Ce sont les gens qui sont là, les jeunes que je trouve ils ont un bureau à côté de la société Mbikoudi, qui sont là, qui travaillent. Et ils le font de manière bénévole. Parce qu'ils comprennent les dangers qu'il y a devant et l'intérêt à s'engager. Quand les histoires du Nigeria ont commencé, j'ai voulu, on en a parlé, j'ai voulu organiser quelque chose au niveau de Glasgow. Un marche des cordons blancs, c'est-à-dire cordon noir, je voulais dire. C'est-à-dire on se touche la main pour dire qu'on n'est pas divisé. Je n'ai reçu aucune réponse. Je dis aucune réponse de la communauté Kamit ici, sur place à Glasgow, pour ne pas dire que j'ai intéressé tout le monde. J'ai commencé le petit, je vois la réponse, il n'y avait aucune réponse. Cependant, quand j'en ai parlé aux activistes du Extinction Rebellion, ils ont dit oui, on peut venir. Mais je n'ai pas pu les faire parce que j'allais faire une marche des cordons au soutien du conflit qu'il y a entre les Bantous de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Congo. Et j'allais faire les cordons où on allait être 3 ou 4 noirs et 80 blancs. Bien entendu, j'ai beaucoup apprécié. Ça dit, ils allaient prendre du temps, leur temps est venu. J'avais beaucoup apprécié cela. Mais ça ne pouvait pas être organisé dans avec ces nombres-là. Mais c'est quelque chose qui fait réfléchir. Ça veut dire que, est-ce qu'on est prêt même à vouloir prendre? Si on est prêt, parce qu'il y a des Noirs, il y a des Zoulous qui ont été, c'est-à-dire des Zoulous qui tuent, la violence était extrême, très extrême contre les Congolais. On voit les gens, on se les partage sur YouTube, mais quand on dit descendant dans la rue, mais pas pour rien faire, pour nous tenir la main dans la main entre Zoulous, Congolais, Nigériens, pour dire, écoute, nous ne sommes pas du tout divisés. Ok? Et il n'y a personne qui est intéressant à les faire. Mais par contre, les Blancs, conscients, sont disposés à faire quelque chose de ce genre. Il n'y a pas cette conscience-là. Ça, c'est un dernier point que nous allons affronter. Chaque personne dans le monde noir pense et veut être un leader.
Et chaque leader veut être seul, grand dans la cour. Deux leaders ne savent pas cohabiter. Ils doivent se faire des 100 km d'espace. Et ça, c'est un autre, un grand point de faiblesse. Chacun pense mériter d'être leader, mais ne veut pas accepter les autres leaders à côté de lui. Il veut être seul. Et nous avons vu ça se manifester dans tous les partis, mouvements. Il y a un désordre complet. Il y a un désordre complet. Et nous sommes absents. Même quand on est en train de défendre la planète, quand on est en train de prendre conscience du danger qui est représenté par la situation actuelle, le peuple kamite, il est absent. Complètement absent. On est dans les églises, dans les fêtes, dans les combats politiques idéologiques sans idéologie. Mais là où on a besoin de ce peuple-là, on est absent. Cette absence fait que les décisions sont prises sur nous sans nous consulter. Mais est-ce que la situation telle qu'elle est, au niveau de l'urgence, je veux dire, est-ce qu'elle est réelle, comment dire, est-ce que les gens ont conscience dans la communauté de cette situation-là? C'est ça aussi. Parce que chacun vit sa vie, mais on sait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais au fond, on a notre confort, on a notre routine. Et c'est vraiment quand ça s'approche vraiment de nous qu'on commence à réagir. Mais si c'est chez le voisin, c'est pas notre problème. On se dit que ça va rester là-bas et puis... Oui, c'est un point de réflexion. Mais voyons, parlons un peu des gilets jaunes. Ils sont 100 fois mieux que les Africains en Afrique et en Europe. Ils sont 100 fois mieux. Pourquoi et pas nous? Voyons l'Extinction Rebellion en Angleterre. Ils sont 100 fois mieux que nous. Pourquoi et pas nous? Nous les voyons. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas conscience. Parce que nous les voyons agir. On a vu les gilets jaunes en France s'élever contre des choses que nous avons fait passer, contre les habits que nous avons subis sur Kama. Nous avons vu comment les gilets jaunes ne se sont pas laissés faire, ils se sont levés et combattu fort. Et ça ne nous a pas servi d'exemple cependant. Ils se sont rendus compte de leur puissance, quelque part, de la puissance de l'unité. Oui, le peuple, en fait, on a un exemple. Même si nous ne le savions pas, maintenant on a un exemple. Mais cependant, la force que nous avons, c'est le double clic sur Internet. Quand on va sur Internet, on fait double clic, on a fait quelque chose. Bien sûr, elle est importante. Les gilets jaunes, nous avons aussi sur Internet. Mais il y a une nécessité d'agir sur les territoires. Il y a une nécessité d'agir sur les plans pratiques. Non pas seulement en matière de violence. On tape les ministres, on tape les choses. Non. Se réunir pour dire, ok, il y a une voix qui parle. Pas pour des intérêts personnels. Il faut faire des démarches, il faut courir derrière un groupe politique, des représentants politiques, où, ok, nous, on représente celui-là, on va derrière lui, et tu vois. Trop de fragmentation. Mais là où les besoins réels se présentent, nous sommes complètement inconsistants. Et la question qui se pose, et je reviens aux questions du coup de départ, 2045. Que sera du peuple noir? Qui sera du peuple kamite en 2045? Ceux qui pensent que Dieu est la solution, je vous renvoie à l'évolution entre fin 1960 et 2019. La plupart des pays africains étaient beaucoup plus avancés que la plupart des pays asiatiques. Et même quand bien même les pays européens que nous connaissons aujourd'hui. La prière et la politique ont donné ces résultats-là. Et l'éducation joue un grand rôle. Dans le sens où l'Afrique ne se voit pas riche, enfin elle ne voit pas sa richesse, et elle voit son développement dans l'imitation de, comment dire,
de la civilisation dite occidentale. Donc, c'est si on commence à s'industrialiser dans le sens occidental et à vivre comme eux en fait, avoir un continent africain qui soit comme le continent occidental, là on va dire oui on est sur la bonne voie. Mais c'est pas ça qui... Le modèle occidental est en train de... C'est une considération, si c'était fait pendant les années 70, je vais dire, ok, ça a un sens. Pendant les années 70, l'Europe était en pompe et les trouver comme un point de référence admissible. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Absolument pas aujourd'hui. Mais on n'a pas de... En tout cas, les générations actuelles, ils n'ont pas de référence de comment l'Afrique pouvait être grande à l'époque. Parce qu'on nous a vendu l'histoire du peuple africain sauvage et en train de mourir de faim, qu'il fallait civiliser. Mais tout le monde a cette image-là dans la tête. J'accepte encore. Je prends l'exemple du Kuala Lumpur. Je prends l'exemple de la Chine. Pendant les années 80, en Amérique, on disait, en Amérique, il y avait une expression pour dire que comment je vais dire encore? Il y avait une expression américaine, durant les années 80, on disait malchancé comme un Chinois. Quand tu avais de la malchance, on disait tu es malchancé comme un Chinois. C'était les années 80, pas 1800. Il y avait cette perception-là aussi des Chinois. Mais ils ont été en mesure d'aller au-delà. Le Kuala Lumpur, les pays asiatiques, les pays qui font partie du mystère qu'on appelle les tigres asiatiques, c'était des pays pauvres. Et la morale occidentale veut toujours dénigrer les autres, et dénigrer à tort aussi. Le noir n'a pas été le seul à être dénigré dans l'histoire. Mais c'est le seul qui... C'est le seul qui est resté là. C'est le seul qui ne réagit pas. Les autres ont trouvé la moyen de réagir. Lui, il ne réagit pas. C'est là que le problème se situe, c'est au niveau de la cohésion. Je pense que élucider les problèmes tout court serait pas aussi... C'est pas facile. Je pense que ce que nous devons faire est prendre en considération l'état de lieu et commencer à travailler dessus. Le monde kamite est puissant. À quoi sert une puissance quand elle est inutile à vous-même, quand elle ne peut pas vous profiter? Le monde kamite est puissant, vrai, mais cette puissance n'a jamais profité à aucun kamite. C'est ça les problèmes. Et partant de là, commençons à identifier les pourquoi. Mais dans le même moment, il est important que nous faisons un discours, pas plutôt un discours, mais que nous interrogeons sur les faits. Pourquoi aujourd'hui, en Europe, nous avons les gilets jaunes? Depuis 2011, en Chine, nous avons eu des grands mouvements d'étudiants qui ont paralysé les pays pour des intérêts à caractère universel. Ce n'est pas parce qu'on leur avait pas donné les tickets pour aller à l'école. Nous avons les Extinction Rebellion en Angleterre. En Afrique, on a le mouvement panafricain qui n'est qu'un slogan, qui n'existe pas. Nous sommes dans l'incapacité de nous coordonner à l'intérêt du monde noir pour répondre de manière effective à la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Nous sommes incapables de tituler les intérêts propres et les intérêts universels. Parce que, tout simplement, nous n'avons pas cette vision des choses. Chacun d'entre nous veut être les Rambo à son côté. Et il y a un élément qui doit être déclencheur entre la volonté, comment dire, la prise de conscience. On a une certaine volonté de vouloir faire changer les choses. Mais il faut un déclencheur pour passer à l'action. C'est ce que nous devons trouver. Mais je pense que dans un premier temps, nous devons nous remettre en question.
une des choses la plus sûre, difficile pour un kamit, parce que nous avons évolué dans l'ego. Nous avons pris l'ego comme un déterrant pour la perfection. Or, l'ego n'est pas absolument. Nous avons accumulé beaucoup d'ego. Et l'ego te met dans une situation où tu ne peux simplement pas te remettre en question. Parce que toi, tu es. Et je pense que nous devons recommencer par là, nous remettre en question. Remettre en question non nos actes, non nos pensées, mais notre considération que nous avons de nous-mêmes. Et aussi la considération que nous avons des autres. Après, réaliser que la communauté est la base. Et apprendre à travailler en communauté. Bien entendu, c'est une indication, c'est une voie. Je ne dis pas qu'elle soit la solution. Je ne suis pas là pour indiquer des solutions, mais je pense que nous sommes là pour essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il y a un grand problème. Ce problème a été là depuis très longtemps, trop longtemps, et il s'est calcifié au point de ressembler à un relief géographique de l'environnement. Mais ce n'est pas le cas. Et que si ce problème-là n'est pas résolu, 2045, je ne pense pas que nous y arrivons. Je ne pense pas que nous arrivions en 2045 dans la manière où nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas des personnes à la régie ce soir, donc sûrement il y a eu beaucoup je pense, qu'il y a eu une certaine participation kamit. Et comme toujours, si on était en train de danser ici, on aurait des millions de vues. Si on avait mis un peu de coffee, on dansait en direct, il y aurait eu beaucoup d'avis. Mais quand on affronte des arguments qui devraient intéresser tout le monde, et là, nous avons une certaine absence. Bon, comme on dit, on fait avec ce que l'on a. Et ce message, cette émission, elle est dédiée à tout le monde, à tous les kamits, et dans la dynamique de la remise en question de nous-mêmes, de nos mécanismes de pensée, de nos mécanismes d'actuation, de nos pensées et de la mise en action de notre identité culturelle. Et je rappelle, la plupart des pays africains, nous avons cette image en fait que les pays africains étaient pauvres dès le départ. Mais nous ne réalisons pas que généralement après l'Europe, le monde colonial arrive en Occident, arrive en Afrique au XIVe siècle plus ou moins. Le début de la colonisation a été signé en 1885. 1885, oui, à Berlin avec le chancelier Bismarck. C'est là que la colonisation commence. Cette phase-là du début a été signée par l'esclavagisme, pas industriel tel qu'on la présente, mais c'était une époque de guerre, de désordre. Hein. C'était une époque de désordre. Mais après tous ces grands désordres qui a duré de 1800, du 14e siècle à 1885, c'est 400 ans plus ou moins à cette époque-là. Malgré tous ces pillages-là, vous imaginez 400 ans de pillages, on arrive à 1960, les États africains étaient encore quand même plus riches que les États occidentaux. Quand même. Et c'est ça un élément que beaucoup n'ont pas, ou n'ont pas dans leur cerveau. Parce que c'est l'enseignement. Parce que quand qui nous enseigne déjà en Afrique, c'est l'enseignement occidental, donc forcément, c'est toujours le vainqueur qui raconte son histoire. Absolument, ouais. Qu'on soit en Afrique ou même en Europe, la moyenne des personnes, quand on va à l'école, on apprend ce qu'on nous apprend, on ne va pas chercher à remettre les choses en question. Et dès qu'on a fini l'école, c'est pour travailler. Donc ce qu'on a appris, on ne va pas apprendre autre chose. Il y a des personnes qui ont 60 ans, ils ont toujours la même connaissance qu'ils ont eu à 18 ans. Absolument. Donc à partir de ce moment-là, si les gens n'apprennent pas comment dire, à découvrir les choses par eux-mêmes, on aura toujours le même résultat. Parce que l'enseignement est faussé dès le départ. Ouais. Mais on compte sur cet enseignement-là. On dit nos enfants doivent aller à l'école, sinon on est foutus.
Alors que c'est l'enseignement-là qui est en train de nous... Que nous-mêmes, on est foutus parce qu'on a là à l'école. Voilà. On est foutus parce qu'on a là à l'école. Et on se dit qu'en fait, si les enfants ne vont pas à l'école, ils vont être foutus. Mais en réalité, on est en train de faire... L'école, c'est l'assurance pour être foutu. Voilà. C'est ça, en fait. Mais cette chose-là, c'est dur de la faire comprendre à la plupart des personnes. C'est absolument. Il y a ce discours, j'ai parlé avec un parent d'une de mes sœurs dernièrement, qui me dit, voulait parler de la religion, il dit, écoute, les histoires, pourquoi vous parlez de la spiritualité africaine, tout ça sont des choses anciennes. Je dis, écoute, ok, la religion africaine, c'est des choses anciennes, parce qu'en fait, on parlait de nos ancêtres, on a des noms, il faut Mukimbangu, Yakipavinta. Je dis, Yakipavinta s'est dit passé. Mais si Yakipavinta s'est dit passé, comment Abraham s'est dit ça? Parce que du point de vue chronologique, Kimpavita a vécu le 18e siècle. Abraham, on ne sait même pas dire quand est-ce qu'il a vécu, tellement c'est loin. Au moins, il y a plus de 2000 ans. Comment Josué, comment Josué, qui a vécu il y a plus de 2000 ans, 3000 ans, je ne sais pas comment il faut la dater, paraît plus récent que Koko Nzingankou Vosumanguru quand il se dit au Shaka Zulu. Parler de Shaka Zulu pour un noir, c'est quelque chose du point de vue religieux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus arriéré que parler d'Abraham. Au niveau de la vérité aussi, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs de vérité dans les religions, etc. Mais ce qui est marrant aussi, c'est de dire que justement ça c'est nouveau. La Bible, tout ça, c'est plus récent que ce qui est spiritualité des ancêtres. Comment ça peut être plus récent? C'est ce qu'on dit, mais justement les gens ils se basent sur ça parce qu'on dit ça. Parce qu'on est Nouveau Testament. Voilà. Donc comme c'est nouveau. Et comme on dit la spiritualité des ancêtres, ça c'est vieux, c'est du passé. Mais quand on cherche la vérité, au lieu de chercher dans ce qui nous amène du nouveau, il faut aller voir dans ce qui est vieux. Mais attends, Jésus, pour un Hébreu, c'est son ancêtre. Abraham, c'est l'ancêtre des Hébreux. Si nous nous laissons guider par les termes ancêtres, mais chacun a son ancêtre. Confucius pour les Chinois, c'est un ancêtre. Jeanne d'Arc pour les Français, c'est un ancêtre. Chacun a ses ancêtres. C'est comme si... C'est comme si on parle de Jeanne d'Arc, ce n'est plus un ancêtre. Mais en fait, c'est plus que... Comment dire? Il y a certaines personnes, quand on parle des choses anciennes, comme la spiritualité des ancêtres, ils vont dire que comme ça fait partie des ancêtres, c'est pas valable en fait, ça vaut rien. Mais Abraham c'est un ancêtre aussi, pas notre ancêtre, l'ancêtre des autres. Oui. Comme on dit, l'herbe du voisin est toujours plus verte que la sienne. On continue à utiliser ces prétextes-là, que l'herbe du voisin est toujours bien. C'est mieux d'aller prendre Abraham, qui est l'ancêtre des Hébreux, que prendre son propre ancêtre. Ouais, c'est au sein de notre communauté qu'il y a ce souci-là. On n'a pas de la valorisation en fait des choses. Absolument. C'est ça. On voit pas on n'arrive pas à voir la richesse en fait dedans. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Il faut chercher l'or qu'il y a en soi avant d'aller chercher l'or qui est chez les autres. Parce que quand on va creuser l'autre chez les autres, on est travailleur. Quand on creuse l'or chez soi, on est propriétaire. À la fin de la journée, c'est la même terre. Ce qu'il y a chez toi, c'est la terre. Ce qu'il y a chez les voisins, c'est la terre. Mais prenez un moment de considérer. Quand tu creuses chez toi, tu es propriétaire. Quand tu creuses chez l'autre, tu es un travailleur. C'est un travailleur. C'est comme les Hébreux qui disent qu'il faut prêter l'argent parce que c'est lui qui prête l'argent et le maître d'esclave. Et à qui l'argent est prêté est un esclave. Et nous devons essayer d'exploiter la connaissance et la sagesse locale. C'est ce que nous pouvons dire dans notre rendez-vous de ce soir. J'espère que vous avez disons, été avec nous, partager ces considérations, que je vous invite à prendre sérieusement, prendre le temps de guirgiter, d'aller au-delà des étiquettes qui sont collées aux choses et d'essayer de comprendre véritablement et profondément les choses, la situation, et de ne pas nous fier à ce que les autres nous disent toujours, mais de développer en nous les capacités et les moyens qui nous permettent de pouvoir considérer, donner une évaluation
sur des choses de la situation sans nous relier, sans nous baser sur les considérations qui sont portées par les autres, tout simplement parce que nous sommes tombés amoureux d'eux. Bien entendu, nous arrivons à la fin de cette émission. Je salue notre Canel qui est avec nous pour l'émission. Je vous donne rendez-vous, pas les samedis prochains, mais les samedis qui vont en suivre en boucle, deuxième samedi, pour hors du temps et de l'espace. Dans le même temps, nous renouvelons notre rendez-vous des vendredis prochains pour les Raou et Tepo. Doua Netcher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. Nous avons un commentaire. Donc, on a un commentaire de Taswop Gash qui dit: le problème africain, c'est la pratique de l'occultisme à outrance. Nos dirigeants pensent encore qu'on peut diriger en hypnotisant le peuple. Voilà le problème actuel de l'Afrique. Ces dirigeants francs-maçons, Rosicruciens, Lions Club, Rotary. Pour l'info, ces dirigeants n'entendent pas quitter leur pouvoir, dont nous Kamites devrons prendre les taureaux par les cornes. Le combat s'annonce long et rude. Courage à vous. Okay. Doua Netcher, Hôtel.